Connex 2017, le salon du commerce intelligent en direct en public avec mes deux invités. Xavier Barras, bonjour. Xavier Barras, directeur de l'innovation et des opérations chez GS1 France. Chez Kip Garvey, bonjour. Bonjour. Directeur et infatigable promoteur des technologies sans contact dans le monde entier au sein du CITC, le Centre international des technologies sans contact. C'est presque ça. C'est presque ça. Merci à tous les deux donc pour un sujet important aujourd'hui, interopérabilité, data et IoT. On en parle tout de suite, messieurs. De quoi parle-t-on? L'IoT, qu'est-ce que c'est? C'est parti pour la premier tour de table. C'est toi l'expert. C'est toi l'expert. Chez Kip, IoT, aujourd'hui, il y en a partout. Oui, on entend parler aujourd'hui de manière importante. On est arrivé à une certaine maturité de ce qu'on appelle l'Internet des objets, Internet of Things. Donc c'est quoi? Ce sont des objets de notre environnement dans lesquels on amène un peu d'intelligence au travers d'éléments électroniques et qui vont pouvoir communiquer donc par des réseaux télécoms plutôt sans fil vers des outils où on va pouvoir récupérer de la donnée, donc des data centers, des systèmes éloignés, et ces données seront traitées, analysées pour pouvoir agir et interagir avec le monde physique. Donc on est vraiment sur la question de, pour faire simple, entre l'hybridation du monde réel et du monde virtuel, où ces deux mondes s'interconnectent via ces éléments techno. Alors on nous a depuis quelques années annoncé un boom qui est en train de se produire, un monde ultra connecté. GS1, vous êtes au cœur de cette révolution. L'IoT, selon GS1, c'est quoi comme définition? Qu'est-ce qu'on peut en dire? De quoi parle-t-on finalement? Alors, c'est un peu la difficulté, il y a beaucoup de définitions. Ça va du gadget porte-clés qui se connecte pour dire bonjour à vraiment des enjeux majeurs dans l'usine, dans le retail, partout. Ouais, exactement. Moi, je pense que peut-être l'un des premiers éléments intéressants, c'est qu'effectivement, parfois on confond l'IoT et ce qu'on appelle les objets connectés. Alors, aidez-nous à y voir plus clair. Parce que donc, effectivement, il y a un certain nombre d'objets maintenant qui sont connectés, c'est-à-dire qui ont des capacités en propre de communiquer un certain nombre d'informations et d'éléments par rapport à ce qu'ils font. Et peut-être pour revenir sur GS1, parce qu'on est historiquement du monde du code à barre, en utilisant la RFID, on a aussi rendu la possibilité pour des objets qui ne sont pas conçus pour ça de communiquer également. Et ça, je pense que c'est intéressant. Cette fameuse interopérabilité dont tout le monde a besoin pour que tout ceci devienne plus intelligent. En tout Alors, cas, déjà, la première étape, c'était de dire, finalement, dans mon entrepôt, dans mon magasin, dans mon usine, j'ai plein d'objets. Et eux, ils ne sont pas conçus nativement pour communiquer et interagir avec mes systèmes d'information ou entre eux. Et le fait d'utiliser la RFID et plus accessoirement le code à barre permet déjà de rendre un peu ou de donner un peu d'intelligence à ces objets. Alors, avant de traiter vraiment, d'entrer dans le cœur du sujet, moi j'aimerais qu'on fasse un peu d'histoire parce que la RFID, on en parle depuis très longtemps. Je me souviens, il y a presque 10 voire 15 ans avec vous-même, avec nos amis du PICOM, on avait créé ICTF à Lille. On avait fait venir le professeur Ken Sakamura de l'Université de Tokyo qui nous annonçait déjà à l'époque cette interopérabilité, le boom de la RFID. Walmart avait décidé à l'époque, il y a 10 ou 15 ans, que tous ses fournisseurs allaient s'y mettre et ça ne s'est pas produit. Il y a eu un gap, etc. Alors, pourquoi, comment? Est-ce que c'était pas mûr? Est-ce que la techno était trop chère? Est-ce que c'était pas interopérable? Ça, c'est l'histoire, c'est presque déjà de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, par rapport à tout ça, une techno qui finalement, techno sans contact, n'est pas nouvelle, qu'est-ce qui fait que la donne est en train de changer? Alors, donc j'ai eu l'occasion hier d'être dans une conférence avec l'INRIA sur le thème de la recherche et de l'industrie. Et on parlait de ce sujet, et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que effectivement, les premiers travaux sur la RFID sont très anciens. Nous, on a commencé à travailler dessus dans la fin des années 90. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a, à mon sens, 3 conditions qui sont réunies. La première, c'est effectivement la capacité, parce que les coûts sont faibles aujourd'hui, d'utiliser cette technologie RFID. Elle valait quelques dizaines de centimes dans les années 90, voire plus. Ça, c'est le premier élément important. Le deuxième, c'est que l'avènement d'Internet a rendu très facile la communication et le partage d'informations. Fin des années 90, l'Internet, c'était encore beaucoup plus dans les mains des chercheurs et de l'enseignement et de la défense. Et le troisième, effectivement, c'est les capacités de traitement et de stockage. Je veux dire, on a 3 conditions aujourd'hui qui permettent justement de soutenir massivement
ce déploiement de l'IoT aujourd'hui, ce qui était un peu trop tôt dans la fin des années 90, début des années 2000. Très bien, même question chez Kip Garbi. C'est les usages. Il y a ce qu'évoquait bien sûr Xavier. J'aurais rajouté aussi la notion de miniaturisation, donc des composants, le faible coût aussi des composants au travers de la notion d'open hardware par exemple. Donc, ce qui fait que tout le monde peut s'approprier de manière facile ce type de technologie par rapport à il y a quelques années. Mais c'est également les usages, c'est-à-dire qu'on avait des technologies qui étaient pensées par verticalité. Vous aviez la RFID pour la logistique. Puis on s'est dit comment apporter du service, de l'expérience client au travers de ce type de technologie. C'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, Decathlon déploie énormément de puces RFID dans l'ensemble de ses vêtements, de ses magasins. Et on voit que d'une question logistique, on ouvre sur la question de l'expérience client, si on est vraiment dans au Salon Connect, donc pour faire le lien avec le Salon Connect. Ensuite, vous voyez la même chose dans d'autres environnements, dans le monde industriel. Donc c'est aussi ces technologies qui, dans l'intégration des process de fabrication, des process de métier. Ouais. Donc ce type de technologie se démocratise au fur et à mesure que des usages professionnels, et j'entends bien professionnels, se développent. Ensuite, vous avez toute la partie, bien sûr, objets connectés domestiques qui se développe et qui est un marché important. Mais on remarque bien qu'on est encore dans l'ère un peu de la gadgetisation, ou en tout cas dans un usage sur une temporalité courte. C'est-à-dire que vous allez acheter votre dernier bracelet connecté pour compter vos pas, et puis au bout de 6 mois, vous le laissez tomber. Donc c'est un peu aussi ces questions. Donc on est vraiment passé dans un monde beaucoup plus professionnalisé, bien sûr avec l'ensemble qu'a évoqué Xavier, la baisse des coûts, le déploiement, mais aussi les usages qui sont en train de se développer de manière importante. Merci pour cette évolution. Elle est importante. Donc là, on voit le tableau aujourd'hui. Alors, très bien. Interopérabilité, IoT data, c'est 3 mots qui aujourd'hui sont maintenant compatibles. Est-ce qu'on peut prendre des exemples très opérationnels? Parce que l'industrie du retail se pose la question. Quand est-ce que j'ai ma palette qui sort de l'entrepôt, elle est taguée, elle est gérée, elle rentre en magasin. Donc voilà, l'époque existe, j'imagine. Alors GS1, alors Xavier, on en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on a des retours d'expérience dans le monde, puisque GS1 est un sacré observatoire des mutations? Est-ce qu'il y a des pays qui, avec un regard neuf, ont mieux traité le sujet que nous autres vieux Européens? Enfin voilà, dans le retail, par exemple, et au hasard, puisqu'on est à Connext, les enjeux, la réalité et les retours d'expérience. Alors, toujours difficile de faire une synthèse. Moi, je vais juste dire un préalable qui me semble important parce que tu évoquais Decathlon et moi, ce qui m'a impressionné chez Decathlon et chez d'autres qui ont fait des choses, et je vais vous en parler, c'est cette première étape d'exploration. Parce qu'il faut bien comprendre sur l'IoT, ou plus précisément sur la RFID, certes, maintenant, on a un certain nombre de modèles, de choses qui peuvent tenir la route, mais l'intérêt, c'est d'explorer et de comprendre comment cette technologie peut soutenir une stratégie. Ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui m'impressionne chez Decathlon, c'est que la RFID n'est pas une fin en soi, c'est un élément de soutien à une stratégie et une nécessité parfois. Donc c'est jamais en gros, vous êtes en train de me dire, Xavier, que c'est jamais le projet du DSI, la RFID, mais vraiment le projet du président, quoi. Clairement, le DSI est le bras armé, on va dire, sur certains aspects, mais parce qu'il va rendre le domaine du possible, il va le rendre possible, mais je vous prends un autre exemple parce que vous parliez de Walmart. Alors c'est vrai que Walmart, on a eu un peu de déception parce que les discours dans les débuts des années 2000, c'est tous les produits auront un tag. Et pour en avoir discuté avec des gens de Walmart, en fait, difficulté de trouver un ROI sur l'ensemble des produits. Et donc je me rappelle, on doit la retrouver sur Internet, une étude, il y en a eu plusieurs, mais une étude faite avec l'Université d'Arkansas, qui m'a impressionné. Et Walmart utilise la RFID à partir du moment où il a essayé d'analyser où est-ce qu'elle peut apporter de la valeur par rapport aux différents produits qu'il commercialise. Et c'était intéressant parce qu'il y a au moins 2 études. Il y en a une qui faisait l'étude par rapport à la vitesse de rotation des marchandises. Donc sur des produits à forte rotation, pas beaucoup d'intérêt parce que c'est en général suivi de manière assez précise par le chef de rayon et ça réagit très vite quand les produits à forte rotation sont absents. Les produits à très faible rotation, là aussi peu d'impact parce que peu d'enjeux consommateurs et peu d'impact chiffre d'affaires. On les change quand on voit la poussière, on n'a pas besoin de tag pour
pour gérer les stocks en temps réel et les... Ouais. Voilà, donc c'est tous les produits à rotation, à taux de rotation intermédiaire qu'ils ont du coup étudié dans une deuxième étude pour essayer de comprendre où est-ce que là, finalement, la rupture en magasin pouvait avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Je vous prends un exemple tout simple, ça va être assez simple, c'est de dire si j'ai pas le paquet de pain de mie de la marque A, de toute façon, le consommateur, il va rarement repartir le soir pour manger sans pain de mie. Donc, il va en acheter un autre. Donc, il y a un problème de satisfaction client, mais il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires. Par contre, s'il vient acheter un jean taille 42 et que celui-là n'est pas présent, là, il y a un fort risque de perte de chiffre d'affaires, de détournement de la clientèle vers d'autres enseignes. Et donc, notamment, sans doute d'autres, mais Walmart utilise sur au moins 2 familles de produits que je connais, donc sur les jeans et sur les pneus. Walmart a mis en place les RFID parce qu'il a consacré que là, il y avait du ROI et que là, toute rupture en linéaire entraînait forcément des conséquences assez significatives en termes de chiffre d'affaires ou de fidélisation de la clientèle. Très bien, donc ça c'est un élément effectivement très structurant. Donc aujourd'hui, il y a vraiment sur des chaînes de bout en bout, fournisseurs, clients, distributeurs, clients finaux, la promesse se tient. Alors, Internet of Things, est-ce qu'on en a parlé à ce stade ? C'est un élément de la chaîne de l'Internet des objets. Alors, quelle couche de valeur supplémentaire l'IoT vient ramener au modèle historique de la RFID tel qu'on les a connus, c'est-à-dire des modèles de traçabilité finalement très simples. Donc, juste pour revenir sur la question de l'interopérabilité précédente, voilà. tu exprimais sur la notion de cas d'usage et comment on a trouvé l'interopérabilité. En fait, et ça rebondit sur ta deuxième question qui est sur la question de la RFID et la valeur d'usage. Aujourd'hui, tu as différents capteurs. Tu as de la RFID qui communique à certaines bandes de fréquences. Tu as d'autres capteurs qui vont communiquer sur d'autres bandes de fréquences. Donc on parle de Bluetooth, on parle de NFC, on va parler de Bluetooth, de NFC, de UHF, LoRa, enfin aussi, est-ce qu'on met aussi les LoRa, de réseau bas Sigfox, débit, etc. de réseau bas débit, de réseau Zigbee. Enfin, ça, c'est des protocoles de communication qui viennent un peu en couche supérieure. Déjà, sur les bandes de fréquences, on a des bandes de fréquences différentes. Et avec des visions d'usage aussi qui peuvent être complémentaires, voire similaires. Donc, il y a déjà un problème d'interopérabilité. Si tu déploies du NFC et de la RFID dans ton magasin, comment tu fais fonctionner les deux? On n'a pas dans notre téléphone des téléphones qui lisent du NFC et de la RFID UHF. Et puis, ils ont mis encore du temps entre le monde Android et le monde iPhone. Ils commencent donc cette question d'interopérabilité au niveau des infrastructures est également importante. Et puis, on s'est rendu compte que dans le monde des objets connectés, on retrouve le même sujet. C'est-à-dire que vous avez des protocoles de communication, si je prends dans le bâtiment intelligent, qui vont communiquer de manière très fermée. Et dans d'autres, avec leur propre écosystème constitué à partir de leurs protocoles Zigbee ou autres, ou Z-Wave ou autres. Et puis, on s'est posé la question, finalement, comment peut-on provoquer cette interopérabilité? Est-ce que tous les outils doivent communiquer de la même manière et respecter des standards communs? Certains, oui. D'autres, c'est plus compliqué. Vous avez toujours des nouveaux acteurs donc, qui entrent avec d'autres protocoles. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas que cette interopérabilité se fasse par la donnée? Et c'est là que je reviens sur la question de l'interopérabilité et donnée. C'est-à-dire qu'au final, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des remontées d'informations, que ce soit de la traçabilité, d'identifiant de la puce RFID par rapport au produit, et qui remonte sur une plateforme. Et que cette interopérabilité peut se faire au travers des plateformes. Et peut-être pas au niveau du capteur ou de la techno qui doit communiquer ou du réseau de protocole. Qui évolue constamment. Qu'il faut remettre à jour par des firmware différents. Enfin bon, bref, il y a tout un processus industriel qui est assez lourd. Et donc, aujourd'hui, on voit apparaître cette différentes plateformes technologiques. Alors oui, concrètement, pour ceux qui... par exemple, Samsung, qui développe des plateformes propres, où vous pouvez venir connecter n'importe quel objet, de n'importe quel protocole et se communiquer et permettre de communiquer. Même chose chez Leroy Merlin qui déploie aussi des plateformes propres pour l'habitat, pour ses services, pour dire d'ailleurs je suis en train de changer de mon modèle de service. Je ne fais plus que vendre et être un distributeur de produits maison, mais je suis aussi un acteur de la maison. Oui. Et par ce type de plateforme. GS1, je crois que vous avez aussi la même démarche sur la question de l'interopérabilité de la donnée au travers des plateformes que vous avez. Oui, c'est intéressant parce que en tout cas, c'est un des sujets de l'interopérabilité. On
voit encore qu'il y a beaucoup de créativité, d'innovation dans les couches basses, ce qu'on va appeler les réseaux. Et je pense que on s'y attendait pas d'ailleurs, on pensait pas là, les LoRa, enfin tout ce qui sont arrivés il y a quelques années. Je pense que la question est un peu prématurée peut-être dans le domaine parce qu'il y a encore beaucoup d'innovation, de recherche, et que peut-être il ne faut pas trop figer rapidement la partie standardisation. Par contre, ce sur quoi nous on travaille, c'est effectivement des enjeux. Alors on va parler de termes un peu de sémantique, d'ontologie, donc tout ce qui vise à un moment donné à dire finalement que ma donnée, elle vienne d'un capteur, qu'elle vienne d'un fournisseur, d'un client, ça reste une donnée d'un warehouse management ou d'un système de caisse, système collaboratif. Voilà. Comment à un moment donné, je m'affranchis un peu des technologies support pour justement donner du sens. Et moi, je voulais juste partager un chiffre à vous parce qu'il m'a vraiment frappé. Parce que là, on se rapproche en fait d'un autre sujet qui est très connecté, qui est le data mining et tout ce qui est big data. Aujourd'hui, un certain nombre de projets, on parlait du CES, c'est intéressant pour ça, c'est entre 40 et 60% des budgets sont consacrés à redresser les données. C'est-à-dire que pour faire du big data, encore faut-il avoir des choses qui sont utilisables et des données qui sont utilisables. Et c'est un vrai enjeu, avec des enjeux de complétude, est-ce que j'ai toutes les informations, des enjeux de qualité, est-ce que les informations sont exactes, et des enjeux de format, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de m'apercevoir que ce que me donne mon capteur dans le camion, c'est une notion de température et que c'est la même notion que me donne mon meuble froid dans mon linéaire. Ça paraît tout simple, mais c'est plus facile à formuler qu'à implémenter. C'est un vrai enjeu. Donc nous, on travaille justement GS1 justement avec les acteurs du commerce. On l'a fait dans le passé et on continue à le faire, justement à travailler sur de la sémantique, c'est-à-dire dire finalement que ma commande, elle arrive par API, qu'elle arrive par un iPhone, qu'elle arrive sur un site de e-commerce. À un moment donné, une commande, c'est une commande. D'accord ? Et comment, à un moment donné, je peux rapprocher très simplement les données, les consolider, les exploiter pour faire mon business et satisfaire le consommateur. C'est très clair. Et ça implique, juste pour compléter les propos, cette notion de qualité de données. Faire du big data pour du big data, oui, why not ? Et puis tu l'expliquais bien et tu donnais bien ces chiffres-là. C'est un moment aussi où on voit des infrastructures apparaître aujourd'hui. On va parler de edge computing ou de fog computing, si vous êtes dans l'ère Cisco ou bien chez les autres, où on se dit on peut faire de la préqualification, du pré-traitement de manière plus localisée, que de remonter dans les gros serveurs, dans les data centers et faire du traitement a posteriori. Donc déjà, mieux qualifier la donnée pour pouvoir mieux la traiter, mieux l'analyser et mieux impacter. Donc, ça, c'est aussi des éléments. Et cette interopérabilité, en tout cas ce qu'on appelle l'interopérabilité par le cloud, tu évoquais aussi la question du standard, du modèle en tout cas de l'information qui doit remonter. Je vais reprendre le cas de la température, entre des degrés et des faradays, c'est pas la même chose. Ah oui, c'est clair. Dans un cas, à 0, on est mort, dans l'autre, moins. Voilà. Donc, mais on est confronté à ce type de cas au quotidien. Donc, à un moment, c'est là où justement la plateforme, le cloud, peut complètement interpréter, aligner ses données par rapport à un propre modèle. Ok, je vois bien. Alors maintenant, on a parmi nos invités des pros du retail. Par rapport à tout ça, ils ont des plans d'action à bâtir l'année prochaine. Ils doivent discuter entre directeur innovation, DSI, direction marketing. On leur promet pas mal de choses avec l'IoT. Est-ce qu'il est trop tôt pour agir? Est-ce qu'il faut commencer à faire des choses? Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je crois que j'ai déjà dit, mais je vais le répéter, il faut tester, expérimenter, apprendre. Il est temps d'expérimenter. Il est peut-être pas. Il est plus que temps, parce qu'encore une fois, je pense que beaucoup d'entreprises font déjà quelque chose autour de l'IoT, parce qu'encore une fois, c'est un sujet très vaste. Je dis qu'il faut apprendre et voir pour identifier ce qu'on peut en faire et ce qui est pertinent pour son entreprise. C'est encore une fois, et c'est d'autant plus important que, à mon sens, aujourd'hui, on parlait d'une cartographie de l'IoT. Hier, on me disait, ouais, mais cartographie de l'IoT. Moi, je dis non. Pour moi, l'IoT, potentiellement, ça s'applique à tous les objets. D'accord ? Par contre, la limite aujourd'hui, c'est l'imagination. C'est qu'est-ce que va m'apporter le fait d'avoir des objets connectés dans mon magasin, dans mon entrepôt, dans mon camion, dans mon linéaire, sur mon produit. Voilà. Donc, il faut expérimenter, il faut apprendre. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Decathlon, on peut prendre l'exemple de Walmart. J'ai eu l'occasion de discuter avec CA et beaucoup d'autres, ou Cléor aussi.
C'est en expérimentant qu'on découvre des gisements, et pas des gisements techniques, hein, des gisements de business. Moi, j'ai un exemple d'un retailer, effectivement, qui, grâce, alors on va revenir à la RFID, effectivement, a pu mettre en place justement le réassort entre magasins. Que plutôt que de faire de la logistique hyper centralisée, il a basculé dans une logique de logistique un peu distribuée. Et en fonction de sa visibilité qu'il a avec la RFID sur ses stocks magasins, il est capable de réajuster la dispo des produits de manière beaucoup plus dynamique, sans avoir des stocks énormes. Donc c'est un exemple. Et honnêtement, pour en avoir discuté avec eux, ils n'imaginaient absolument pas ça quand ils ont commencé à travailler sur ce sujet. Donc c'est ça qui est intéressant, il faut expérimenter, il faut apprendre, il faut se tromper. Je pense qu'il y a pas mal de sociétés qui peuvent aider là-dedans. Et travailler avec les gens du business, parce qu'en les confrontant à ça, eux-mêmes vont commencer à voir où est-ce que la technologie peut avoir des gisements de valeur par rapport à leurs propres besoins. C'est très clair, merci sur ce point-là. Alors maintenant, je peux rajouter un truc non, mais... Je consulte le public, oui, en effet. Dans la question de l'expérimentation, bien sûr, il y a derrière, bien sûr, la question du déploiement. Mais je voudrais qu'on prenne en compte, c'est pas du plug and play, c'est pas une appli, c'est pas 3 lignes de code et puis on corrige et voilà. C'est un élément où la question de la temporalité est différente par rapport à la notion informatique, applicative ou autre. C'est que là, vous avez des capteurs, vous avez de l'électronique qui sont dans des environnements dont des compatibilités électromagnétiques peuvent influer. Enfin, vous avez toute une chaîne pour arriver à une application qui va pouvoir remonter de la donnée, la traiter, analyser, recréer du lien avec le client. Et en termes de valeur ajoutée sur la question des objets connectés plus particulièrement, c'est comment je continue la relation client tout au long du process. Pas simplement du process d'achat, c'est pas juste en magasin, c'est après aussi comment je génère des nouveaux gisements de valeur par rapport à ces données qui peuvent être remontées. Donc c'est aussi, ça réinterroge en tout cas, nous on l'a vu avec, on a évoqué avec Laurent Merlin, ça réinterroge le modèle économique de l'entreprise. Est-ce qu'à un moment je reste un simple distributeur, j'achète, je vends, ou je produis mes mêmes produits, mais demain, voilà, est-ce que je reste fermé sur ces solutions technologiques propriétaires par des Legrand, par X ou par Y, où je rentre dans le jeu, d'accord, et je développe une propre plateforme, je développe un propre modèle dans lequel je dis que vos stores soient chez X, que vos volets roulants ou que vos fenêtres soient chez Y, ou que vos interrupteurs soient chez Z, tout doit fonctionner. Moi, en tant qu'usager final, j'ai besoin que ça fonctionne. Pas de savoir, je ne vais pas dire, je vais prendre juste parce que c'est le protocole X, Y, Z et que je dois rester dans ce monde-là. Donc cette ouverture amène aussi, et ça réinterroge sur les propres modèles économiques. Très bien, c'est à suivre. Effectivement, ça va très loin puisque les data en elles-mêmes génèrent de nouveaux modèles économiques et effectivement, les modèles collaboratifs qu'on peut imaginer à l'ère de l'interopérabilité pourraient rebattre bon nombre de cartes. Xavier. Oui, ça amène à rebondir parce que c'est aussi des choses extraordinaires, c'est que effectivement, ça permet de réinterroger le métier et la proposition de valeur, y compris dans le retail. On le voit bien avec Amazon, où on peut prendre Alibaba pour changer un peu. Ce sont plus que des retailers. D'ailleurs, on ne sait plus trop. Est-ce que ce sont des retailers est-ce que ce sont des agences de pub? Est-ce que ce sont des médias? Voilà. Est-ce que ce sont des fournisseurs de data? Parce qu'eux-mêmes sont revendeurs de data ou de systèmes d'hébergement. Et donc ça, c'est aussi intéressant. C'est qu'en fait, en expérimentant, je vais vous prendre juste le dernier exemple. Je crois que c'est sorti il y a quelques jours là, dans la presse. Casino qui ouvre un puits de données pour permettre l'accès à ces 15 millions de clients mensuels et donc sur leur profil et les habitudes d'achat. Voilà. Finalement, quelque part, il devient fournisseur de data. Et donc, forcément, ça interroge. Moi, par exemple, typiquement, Amazon, je ne connais pas bien parce que maintenant, son dernier métier dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la logistique. On dit qu'Amazon devient un logisticien très, très puissant. Donc, c'est ça qui interroge aussi. Et pour finir là-dessus, c'est que c'est ce qui est impressionnant, c'est que c'est la combinaison, encore une fois, de trois choses. Des objets connectés ou des objets voilà, avec cette capacité, des capacités de traitement et de data et de stockage et ses capacités de réseau.
On avance, donc il nous reste un quart d'heure. Y a-t-il à ce stade des questions, mesdames et messieurs? Des questions, des remarques, Une question? des frustrations inassouvies? Une question? Écoutez, pas de questions. Des accords aussi, hein. Ça peut être aussi Voilà. des interpellations. Hein. Bah écoutez, non, mais je pense que vous êtes d'une clarté, messieurs, absolument totale. Donc cela n'appelle pas pour l'instant à des questions. On va parler des bouquets de data actuels. Est-ce qu'il y a un pronostic? Moi, si je dois une PME qui a encore rien fait ou pas fait grand-chose, un grand groupe, et je dois commencer à investir dans des solutions d'IoT, je mets quoi dans ma corbeille du Père Noël à quelques semaines de l'arrivée du marchand du Père Noël? Qu'est-ce que je mets dedans? J'investis sur quoi en matière d'IoT? Vous ne savez pas? Encore une fois, dans le retail, moi je connais plus la partie RFID, donc là encore une fois je pourrais qu'inciter les gens à, en tout cas, à explorer et réexplorer ce sujet-là. En termes de sécurité, ça a progressé la RFID ou c'est quand même toujours un standard ouvert, facilement piratable? Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est un sujet... À lui tout on seul. m'a reposé la question hier également. Je crois que déjà, si on commence un projet en se posant ce genre de questions, un projet d'exploration, hein, je parle pas un projet d'industrialisation, c'est mal barré. Parce que moi, je rencontre que beaucoup d'entreprises et beaucoup de gens, et quand je commence à voir que les gens cherchent plutôt des arguments pour pas faire que des arguments pour faire, je dis effectivement, on n'est pas dans la bonne dynamique. Donc, encore une fois, il faut vraiment être dans une logique d'innovation, d'explorer, de comprendre. Et encore une fois, hein, je vais reprendre l'exemple de Decathlon. Tous ces sujets-là, c'est du travail hein, en termes de déploiement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des enjeux. Mais la motivation des opportunités business prend le pas sur les difficultés opérationnelles et de déploiement. Donc oui, il y a des questions. On parlait d'RFID en tech, ouais. Oui, il y a des questions. On a eu beaucoup à un moment donné ce problème de la désactivation, de la privacy. Le consommateur va être tracé, tout ça. Oui, c'est un sujet. On n'est pas. Et c'est assez marrant parce que ça a fait un peu de buzz. On en parle beaucoup moins aujourd'hui. Moi, je me rappelle d'une illustration qui était assez rigolote. C'était la RFID qui arrivait derrière Big Brother, et Big Brother qui lui disait petit joueur. C'est-à-dire que là aussi, il ne faut pas se tromper de cible. Les enjeux de la privacy, on voit la nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur, et tous les enjeux de la data sont sans doute beaucoup plus conséquents que les sujets autour de la RFID. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais globalement, aujourd'hui, tous les projets RFID ont réussi à dépasser ces limites, parce que aussi notamment, toute l'intelligence n'est pas dans la RFID. C'est le principe des objets connectés. L'intelligence, elle se retrouve dans le système informatique. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un contrôle de cohérence, des contrôles de validité, que ce soit pour des questions de lutte contre le vol, de pertinence des stocks, ou de désactivation. Chez qui? Sur les plateformes, il y a plein de plateformes. J'ai évoqué la plateforme de Samsung, tu as bien sûr la plateforme de Google, SAP qui a sa propre plateforme, qui développe aussi des modules. Voilà, donc chaque grand acteur développe ses propres Microsoft, avec Azure, IoT, IBM, on peut tous les citer. Ouais. Je ne vais pas citer les grands noms, comme ça je suis tranquille avec tout le monde. Mais la question de la sécurité, c'est un enjeu. Je reprends toujours sur la question de l'Internet des objets, sur les objets connectés. Plus de 70% des objets connectés ne sont pas sécurisés. Aujourd'hui, nous, au sein du CITC, on a développé une plateforme qu'on a mutualisée avec Thales sur une plateforme dédiée à sécuriser les objets, mais de bout en bout. C'est-à-dire que tu vas avoir un système d'information qui va être plus ou moins sécurisé. On va dire, OK, il est sécurisé, voilà. Je vais reprendre une analogie que j'ai entendue tout à l'heure, que je trouve très bonne, sur le château fort. Donc tu as ton château fort et tout le reste autour, et l'objet en soi n'est pas protégé. Donc tu as ton château fort, ton système d'information, il est bien protégé, et pas le reste. Et donc, dans notre vision, c'est une sécurité de end-to-end. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit partir de l'objet, mais un objet statique, avec toutes ces problématiques de communication, de firmware, de développement interne, voilà, communication vers l'extérieur pour aller vers les systèmes. Mais un objet, c'est aussi un objet mobile. C'est-à-dire que vous avez votre montre connectée, elle se promène, ou n'importe quel objet, ou un produit tagué va se promener. Donc il va être en interaction avec d'autres réseaux. La même chose, donc il va avoir cette réflexion d'objets dynamiques
et pas simplement d'un objet statique. C'est-à-dire qu'on peut sécuriser le Oui, système, mais dans un contexte, si j'ai bien et pas suivi, dans un la autre. data qu'elle produit tout au long de son cycle, ça peut se sécuriser. Par contre, Ça peut autant il est également, elle, compliqué se de sécuriser. sécuriser. Mais même chose, c'est qu'aujourd'hui, l'an dernier, un grand acteur régional, mondial, a subi une attaque. C'est sorti dans la presse, il y a quelque temps c'était Renault, voilà. Un opérateur numérique, OVH. Et il expliquait que c'était dû à des caméras connectées. Donc c'est des webcams connectées, voilà, plus de 250 000 caméras qui se sont retournées d'un coup et ont envoyé énormément de paquets de données sur les serveurs d'OVH. Et ça a tout bloqué. Voilà. Donc, vous voyez, le fait que ces caméras, ces webcams n'aient pas été sécurisées, c'est un vrai trou. Nous, on a un slide qu'on produit sur ce sujet-là où on voit vraiment dans la maison tous les objets qui ne sont pas connectés, votre imprimante, de portes d'entrée. Voilà. Donc on a des gros trous dans la serrure et ça pose plein de questions. Donc c'est un des enjeux aujourd'hui technologiques, c'est la question de la sécurité. Et pas que de la sécurité de la donnée, mais c'est aussi de la sécurité du système en soi. À intégrer dans son plan d'action. Des questions, dernière tentative pour poser vos questions ou échanger avec nos invités. Je pense que c'est un sujet assez novateur, assez prospectif. Il y a un autre... En conclusion, oui. Ouais, non, il y a un autre point qui est, je parlais d'interopérabilité par la donnée, par le cloud. C'est aussi aujourd'hui, vous remontez l'ensemble de vos données par, vous avez mis des capteurs, vous avez mis des puces, vous avez remonté vos données sur les plateformes qui peuvent être hébergées chez des tiers. Demain, vous changez de prestataire. Quid de la réversibilité? Il vaut mieux qu'elle ait été étudiée au début parce qu'en général... Pensez à la réversibilité de base et pensez aussi à ce que cette réversibilité ne soit pas juste de donner des données brutes, basta. Donc il y a une vraie interrogation. Nos amis américains ont une autre vision de la donnée, ont une autre vision de la question de la réversibilité. Nous, on doit en avoir la nôtre. Et puis, tu parlais de la réglementation sur les données personnelles qui se met en œuvre à partir de mai 2018. Donc, il va aussi réinterroger. Mais c'est un vrai sujet. Tu parlais dans les plans d'action des DSI. C'est un autre élément auquel de penser. C'est bien sûr le déploiement, mais bien sûr aussi la question de la réversibilité parce qu'on change tous de prestataire à un moment ou à un autre. De chez Orange, on peut passer chez les SFR ou autre. C'est un bel exemple. Merci pour ces éléments. On arrive pratiquement à la fin de nos échanges. En conclusion, y a-t-il un sujet que vous auriez aimé aborder qui à ce stade n'a pas été traité? Et puis, alors oui, non. Et si oui, je vous propose le mot de conclusion. Sinon, c'est le moment effectivement de nous livrer vos éléments complémentaires. Conclusion, je vais en donner une. Moi, il y a plein de sujets que je voudrais ou je pourrais partager avec vous. Peut-être partager une expérimentation qu'on a aussi lancée là, dans le secteur de la traçabilité. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle une plateforme collaborative de traçabilité. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir suivre l'histoire d'un produit. Donc, on fait ça actuellement avec Terrena, qui est une des plus grosses coopératives agricoles françaises. Et l'idée, c'est de pouvoir raconter l'histoire du poulet, parce que là, il s'agit du poulet pour l'instant. Et donc, l'idée, c'est de capter un tas d'informations, notamment avec des objets connectés, pour permettre de valoriser la production agricole française et notamment démontrer que cette production agricole respecte un certain nombre de principes qui sont différents peut-être de l'autre poulet qui ressemble comme deux gouttes d'eau à côté. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que c'est rendu possible par ces trois éléments, les objets connectés, les réseaux et les capacités de traitement. Et peut-être que ce que je voulais partager avec vous là-dessus, c'est que justement, on s'est interrogé avec Terrena sur le fait d'avoir toutes ces données, de les collecter, c'est quoi la valeur qu'on va créer là-dessus. Et encore une fois, je trouve ça très intéressant. Donc c'est une première piste qu'on explore, on va en explorer d'autres. C'est de dire justement comment je peux valoriser la production sur ces produits qui sont souvent sans marque ou pour lesquels le consommateur ne fait pas vraiment la différence sur des produits peu transformés. Comment à un moment donné, je suis capable de revaloriser le travail que fait l'agriculteur ou la filière sur ce produit-là. Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, c'est clair. Il y a des projets qui tournent déjà maintenant, et sinon, je vais redire ce que j'ai dit. Explorez, apprenez. Tous les projets qu'on a pu faire, nous, ou accompagner sur la RFID ou sur des sujets de data, en général, on est assez loin à la fin de ce qu'on imaginait au début. Eh bien, un grand merci. Pour en savoir plus, un site web, gs1.com.fr. Un grand merci Xavier Barras d'avoir participé à cette émission. Votre conclusion chez Kip Garbi?
Ma conclusion, explorer, bien sûr. Enfin, je vais C'est les 3 E, explorer, explorer, explorer. C'est la règle des 3 E. Non, je ne suis pas aussi fort que toi en marketing. J'ai réfléchi très longtemps. Oui, non, il faut le trouver. C'est tout un art. Non. Bien sûr, il y a la notion d'exploration, mais il y a la notion. C'est la règle de Dora. De test, tu vois. Non plus, bon, j'arrête. J'ai pas ce type de référence. Je vais m'y mettre. Je vais essayer de m'y mettre. Non, mais c'est aussi tester et de comprendre vraiment les problématiques et déployer tout en ayant cette vision assez transversale. Moi, je dirais que vraiment, c'est, en tout cas par les retours d'expérience que l'on a sur ces questions d'Internet des objets, il y a beaucoup de gadgets, il y a beaucoup de choses. Oui, enfin, c'est des marchés qui trouveront, c'est des objets qui trouveront peut-être leur marché un jour ou l'autre, mais quand on est dans un process plutôt industriel, il y a une méthodologie à respecter et il y a une appréhension. Et on le voit, quand on forme, nous, des informaticiens, des gens de la DSI, ils n'ont pas de culture électronique ni de télécom. Ce ne sont pas des gens de télécom. C'est parce qu'on a tous le même hic à la fin, qu'on finit, qu'on a tous nos mêmes temporalités ou nos mêmes visions. Et donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Et c'est en cela où l'exploration, le test, permet de prendre beaucoup plus de recul sur des choses à mettre en place en application. En tout cas, voilà, moi, le retour d'expérience que je peux en faire. Et repenser aussi aux architectures beaucoup plus distribuées, beaucoup plus proches. C'est un autre élément sur lequel je pense qu'il faut aussi regarder, c'est que l'intelligence, elle peut être un peu plus proche que de remonter sur des gros data centers. Il nous reste quelques instants. Ça te fait réagir. Et ça me fait réagir parce que je pense que cette exploration, il faut la partager. Ne le faites pas seul. Nous, on l'a toujours vu dans les projets que GS1 a accompagnés. C'est servez-vous du CITC, servez-vous de GS1, faites-le avec des partenaires économiques, des concurrents, des startups, parce que la différence, elle ne se joue pas dans l'exploration, elle va se jouer dans le déploiement. Et tu parlais de RFID à juste titre, il y a beaucoup de gens qui ont étudié la chose, ceux qui aujourd'hui font du business, c'est ceux qui l'ont déployé. Et la différence, elle s'est faite là. Les 3 E, explorer, mais à la fin, déployer, c'est la conclusion. Pour en savoir plus, le site du CITC, et puis jusqu'à demain soir, une belle zone de démo à l'entrée du salon. Oui, donc c'est iotcluster.fr, et à l'entrée du salon, vous avez tout un espace où on démontre, parler d'Amazon sur la robotique mobile autonome. Donc ce sont les armoires qui se déplacent et qui gèrent leur propre logistique à partir de commandes. Donc il n'y a plus personne qui pousse. Il y a tout un espace d'environnement, d'innovation. Vous avez de la réalité virtuelle avec la notion de toucher également, qui est développée avec l'Université de Lille 1. Donc vous pouvez découvrir d'autres types de technologies qui seront à la portée des gens dans quelques temps. Ne quittez pas le salon si vous êtes avec nous dans la salle, eh bien, sans passer sur la zone CITC. Et si vous n'avez pas la chance d'être avec nous à Lille jusqu'à demain soir, eh bien, c'est toute l'année du côté d'Eura Technologies sur le pôle vraiment passionnant des démos du CITC. Et puis côté du boulevard Haussmann aussi, un démonstrateur assez sympathique. Ne manquez pas ces 2 spots en matière d'IoT, de data et très vite d'interopérabilité. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir assisté à son enregistrement. Et merci à vous qui suivez nos Facebook Live. À bientôt. Au revoir.